bienvenue à ce Café Philo, dont c'est la 4e séance depuis qu'on a lancé ça. Café Philo, sous la devise Savoir pour agir autrement, au mois de mai dernier. On a fait 3 séances jusqu'à présent, l'une sur Bernard Stiegler, c'était la première séance d'inauguration, avec une vidéo, une interview que j'avais faite de Bernard Stiegler dans le temps. Et la deuxième était sur Épicure avec Edith, et la troisième sur Hans Jonas, avec son principe de la responsabilité, donc il va y avoir question aujourd'hui aussi. C'était la 3e et dernière, et aujourd'hui donc avec ce slogan fin du mois ou fin du monde, ou l'inverse. Et voilà, il y a de quoi discuter. Alors l'intention, pourquoi ce nouveau Café Philo, c'est que notre époque est secouée par des crises, plusieurs crises, des crises qui se superposent, sanitaires, écologiques, économiques. Et la désinformation, en plus, avec les fake news et tous les réseaux sociaux qui pullulent, bat son plein. Donc, la guerre est à notre porte, à nos portes, et on a pensé que la philosophie de certains philosophes, surtout ceux qui sont vraiment impliqués dans la cité, j'en ai cité tout à l'heure, mais aussi de Socrate à Cynthia Fleury, pour donner un nom des anciens et un nom de femmes philosophes et psychanalystes d'ailleurs. Ils devraient pouvoir nous aider à mieux savoir pour mieux agir. Je présente les 3 animateurs, donc Edith Perslunski d'Eliage, ou le contraire, d'Eliage Perslunski. Elle est docteur en ethnologie et professeure honoraire de philosophie. Christian est documentariste, animateur d'ateliers philo au lycée. Et puis moi-même, je suis politologue, journaliste et réalisatrice, co-réalisatrice de documentaires avec Christian Brasil ici. Donc ce Café Philo d'aujourd'hui porte sur un slogan entre fin du monde et fin du mois, comment penser et agir. Et il a servi de slogan à la marche du siècle contre le réchauffement climatique en 2019. Et puis en 2021, le 9 décembre, très précisément, 2021, Christian Gaulier, l'économiste Christian Gaulier, au Collège de France, en a fait la leçon inaugurale. Et justement, lui, il a inversé les thèmes entre fin du mois et fin du monde. Et avec un sous-titre, est-ce que l'économie et l'écologie sont compatibles? Donc, comme le sujet est quand même susceptible de controverse, nous irons au-delà de ce paradoxe posé par le slogan, avec des philosophes, Bruno Latour, Cynthia Fleury, Dominique Bourg, et leurs outils pour penser et agir. La fin du monde contre la fin du mois. Ça, c'était l'expression qui, initialement, a été attribuée à un gilet jaune. Comment concilier les impératifs du pouvoir d'achat et les exigences écologiques pour la survie de la planète. L'expression a fait mouche, et même la formule a été reprise par Emmanuel Macron dans son discours sur la transition énergétique. À la marche du siècle en 2019, qui réunit aussi les jeunes, Youth for Climate, France, ou la jeunesse pour le climat, France, une des branches des Fridays for Future que Greta Thunberg a suscité et mise en vogue. Alors, là, il y avait aussi quelques gilets jaunes
qui ont scandé « Entre fin du monde et fin du mois, on ne choisit pas ». Et un autre slogan était « Même combat ». Puis le slogan est repris par Christian Gaulier, donc je me dis, il a inversé les deux. Comment concilier l'économie et l'écologie, c'est le sous-titre, et il introduit ainsi, je vais vous lire. La crise climatique a ceci en commun avec la pandémie du Covid-19, c'est qu'elle montre à quel point il est immensément difficile d'aligner le comportement individuel sur l'intérêt général. Entre le court-termisme supposé des marchés financiers et le jusqu'au boutisme des tenants de la décroissance et de la frugalité, existe-t-il des outils d'évaluation pour agir efficacement et contribuer au bien commun? J'aimerais vous convaincre que tel est le cas. Sa leçon laisse entendre qu'on ne peut agir que dans le respect du pouvoir d'achat des ménages et qu'il faut chercher le coût le plus faible, car les gens ne sont pas prêts à faire des sacrifices. La marche du siècle et les jeunes activistes, par contre, mettent l'accent sur la double nécessité: combattre aussi bien le réchauffement climatique et réduire les inégalités. Comment? En partageant les richesses. Il rappelle les milliards de revenus de certains oligarques, les gagnants de la crise, des crises, ou les 7 milliards de Total qui distribue Total à ses actionnaires en pleine crise. Il réclame justice sociale et la responsabilité de tous envers les générations futures. Mais à part ces marches pour le climat des jeunes, que faisons-nous? Pour la majorité, nous restons dans l'inaction. Alors, on a pu dire, les débats sur le climat font paniquer les esprits et bailler d'ennui. C'est extrait d'une série culte, Don't Look Up. Il paraît que c'est une très bonne série. Les conflits prolifèrent, en effet, la nature divise. Pour beaucoup, il s'agit d'une écologie punitive faite pour limiter le droit de jouir des libéraux. Et on parle même de l'écoterrorisme, y compris dans les cafés philo. Qu'en disent les philosophes? Et c'est pour ça que j'ai recours aux philosophes. Et j'en ai pris 3 figures contemporaines, bien connues: Bruno Latour, Cynthia Fleury, Dominique Bourg, professeur à Lausanne, professeur honoraire de philosophie à Lausanne. Commençons par Bruno Latour. Lui aussi, il reproche justement aux écologistes de ne pas promouvoir des concepts plus mobilisateurs que la décroissance. Au lieu de parler de décroissance, il plaide pour parler de prospérité. Et il dit: ne pourrions-nous pas nous réjouir d'un monde du vivant ou de retrouver la beauté d'un paysage? Oui, à condition que nous ne repartirons pas à l'identique du monde d'avant. Pour lui, les crises actuelles sont une chance de faire naître un monde nouveau qui sollicite notre créativité. Nous vivons une époque merveilleuse, dit-il. Ça sera comme au XVIe siècle, une renaissance. Il faut s'intéresser à notre entourage dont nous dépendons, rendre le monde habitable et beau à vivre. Ainsi, nous nous reconnecterons avec la vie bonne d'Épicure, dont Edith a parlé à la 2e séance, et avec la vieille tradition philosophique ancienne, des anciens. Bruno Latour parle de la nouvelle classe écologique émergente, qu'il a certainement fréquentée dans le monde du théâtre. Et il a écrit et mis en scène, voire joué des scénarios, ainsi qu'à
fréquenté aussi à Sciences Po, où il a enseigné ces dernières années, avant sa disparition, le 9 octobre dernier. Il a assisté à cette inversion des générations par les jeunes qui disent à leurs parents: vous n'avez rien vu venir avec votre développement à l'infini. Vous vous moquez de nous en nous laissant un monde invivable. Quant à l'injustice sociale, Bruno Latour approuve le pape Jean-François, qui a mis le doigt sur le cri des pauvres et de la terre dès 2015 en mettant ça dans son encyclique. Pour Bruno Latour aussi, c'est la même question, les pauvres et la terre. Il considère d'ailleurs l'économie comme une idéologie des intérêts. Autre problème évoqué, celui de l'écocide, impliquant une nouvelle justice, y compris pour le non-vivant, l'eau, les arbres, les centrales nucléaires, les ponts. Il dit que chaque État doit prendre en compte les conséquences de ses actes au-delà de ses frontières. Exemple, la déforestation, tout à fait, qui fait des dégâts sur toute la planète, en fait, en réchauffant le climat. Ainsi, il a proposé de remplacer le Sénat par un Parlement des choses, à la suite d'ailleurs de Michel Serres, dont Edith va parler la prochaine fois. Le philosophe Michel Serres, lui aussi décédé cette année, non? Il y a quelques années, 2018 déjà. Où siégeront, au Parlement des choses, où siégeront les représentants des forêts, de l'eau, des OGM, des centrales nucléaires, par exemple. Il s'agirait d'un lieu où on négocierait avec les lobbies toutes les décisions à prendre qui ont un impact sur les écosystèmes. Bruno Latour est convaincu que nous sommes en guerre, une guerre planétaire qui oppose les climato-sceptiques aux écologistes. Les premiers sont attachés à la croissance du PIB et aux nations-États, États-nations. Les deuxièmes, au mode de vie et aux imaginaires alternatifs. Et pour redonner de la fierté aux écologistes, il n'a pas arrêté de leur inspirer de la fierté face à ceux qui sont dans le déni, qui dénient l'inhabitabilité de la planète qui est en cours. C'est nous qui sommes les rationnels, dit-il, leur dit-il. Et c'est vous qui fermez les yeux devant l'augmentation des températures et la réduction de l'habitat sur la Terre. En fait, nous vivons hors sol. Il est temps d'atterrir. C'est le titre de l'un de ses ouvrages écrits Où atterrir? Où atterrir? Il est temps donc d'atterrir. Et il nous a laissé en héritage aussi le « Où suis-je » ? Où suis-je? Donc ce sont des titres qui interrogent quand même. Et le tout dernier mémo, mémo sur la nouvelle classe écologique, c'est également écrit juste avant qu'il ne décède. Et ça prend d'ailleurs une forme de questionnaire aux citoyens pour prendre conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Car pour Bruno Latour, tout doit être situé afin de ne pas produire des discours creux et abstraits. Donc venons-en à la philosophe de l'éthique par excellence et psychanalyste Cynthia Fleury, qui a écrit entre autres La fin du courage, pour laquelle nous, Christian et moi, et les rencontres et débats autrement, l'avons invitée il y a déjà quelques années. Elle a écrit aussi dernièrement Sigil la mer, c'est un livre sur le ressentiment,
Et le tract, le soin, est un humanisme. J'en ai un autre ici. Non, c'est celui-là. Et qui occupe, qui occupe la chaire de philosophie éthique cette année au CNAM, mais auparavant à Sainte-Anne et d'autres hôpitaux. Depuis au moins 5 ans, elle occupe une chaire de philosophie dans les hôpitaux. Elle vient de publier la charte du Verstohlen, germanisme, qui rappelle, ça a apparu en tract chez Gallimard, et elle emprunte le terme à Heidegger. Verstohlen veut dire furtif en allemand. Donc elle emprunte un discours de Heidegger et elle fait un clin d'œil à l'auteur de science-fiction Alain Damasio avec son best-seller Les Furtifs, qui pour lui signifie ceux qui s'échappent, qui échappent au contrôle et occupent les angles morts. Donc c'est bien ça qu'elle veut dire par Verstohlen. Pour Cynthia Fleury, l'objet de cette charte est d'avoir un organe commun dont chacun puisse se saisir. Que celui qui veut agir via une transformation individuelle puisse y trouver une ressource autant que celui qui veut agir au niveau des politiques publiques. Il s'agit d'avoir une base pour répertorier les actions qui rendent le monde plus habitable. Il s'agit de défendre les biens publics confisqués par la privatisation économique pour y pratiquer une démocratie participative. Avec le designer Antoine Fenolio et l'architecte Patrick Bouchin, ils ont imaginé un jardin du Verstohlen au Chaumont-sur-Loire, qui sera inauguré en avril 2023. L'enjeu sera de modéliser cette expérience pour le transposer ailleurs. Pour Cynthia Fleury, il s'agit de mettre en œuvre le concept spinozien de l'agir, de la puissance d'agir, le conatus, et aussi de mettre en pratique l'agir pour la terre, en réparant les lieux dans le monde, les lieux qui sont vulnérables et qu'il faut protéger. Avec son groupe, elle aimerait bien travailler, par exemple, sur une mine de terre rare pour la réhabiliter. Et par ses actions locales, elle parie sur l'entrisme permanent auprès des institutions, voire des grands groupes comme Bouygues ou Vinci. Et elle envisage, pourquoi pas, de travailler avec la charte Habitat de l'ONU, tout en évitant le Verstohlen washing, comme on l'a fait avec le greenwashing. C'est ça, toujours le danger de la récupération. Ces actions ponctuelles sont une autre façon d'atterrir, recommandée par Bruno Latour. D'où vient le déni de la crise climatique? Pour Cynthia Fleury, ce déni vient en grande partie de son invisibilité. Une maladie déclenchée par des particules fines, donc la pollution ou les pesticides, peut se manifester des années, voire des décennies après, 15-25 ans. Un jour, on s'est réveillé à Paris en constatant que la tour Eiffel avait disparu. Mais non, c'était les particules fines, la pollution donc, la pollution de l'air qui l'ont cachée. C'est pour cela qu'elle plaide pour intégrer le temps long au lieu du court-termisme actuel dans la politique. En spécialiste de l'éthique, elle constate que l'éthique kantienne visait seulement le présent
alors qu'un philosophe comme Hans Jonas, dont Christian a parlé à la dernière séance, a inauguré une éthique du futur, avec un appel au principe de responsabilité, à prendre soin des générations à venir. Ah, est-ce qu'il y a encore des places? Oui, il y en a une là et une là. Comme vous voulez. Donc j'en suis à Cynthia Fleury. Cynthia Fleury met le doigt sur les impensés de la philosophie, comme des communs, et tout ce qui est du domaine de l'inappropriable, comme l'avait montré le philosophe anglais John Locke. Contemporain de Thomas Hobbes, dont les idées, 16e siècle, dont les idées l'ont remporté contre celles de Locke, précisément. Aujourd'hui, un jeune philosophe comme Fabrice Flippo, que nous avons également invité à plusieurs reprises aux rencontres et débats autrement, travaille sur Locke et les communs, et ce nouveau contrat social à élaborer. Fabrice Flippo, comme Cynthia Fleury, demande d'inclure l'eau et son assainissement, ainsi que tout ce qui environne l'homme dans les politiques publiques. Un parc naturel en Amazonie doit être protégé car il assure le bien-être d'autres territoires voisins. On ne peut jamais prévoir les limites de notre responsabilité, ni de l'effet de la disparition de la Tour Eiffel, dit Cynthia Fleury. Et elle conclut qu'il faut réinventer nos institutions démocratiques. Tout comme Bruno Latour et Cynthia Fleury, les philosophes Dominique Bourg, donc professeur de philosophie honoraire à Lausanne, plaident pour les nouveaux récits qui rendent le futur désirable. Au lieu de la compétition, pourquoi ne pas mettre l'accent sur la coopération, la solidarité et l'entraide? Et là, il se trouve en accord avec Sévigne et Gautier, les fameux collapsologues. Selon Dominique Bourg, il faudrait valoriser non pas le maximum, mais l'optimum. Et donc réviser notre façon de mesurer le PIB, le produit intérieur brut, qui ne prend en compte que la production, y compris celle que génère la guerre, ou encore les destructions forestières, ou encore la pollution dans les océans, pourvu que la croissance augmente. Le monde politique, écrit-il, au lieu d'écouter les penseurs ou les scientifiques du GIEC, se cale sur les discours les plus délirants des industriels comme Elon Musk, agent commercial de ses propres entreprises, Tesla ou la navette spatiale, qui nécessite la G5 au lieu de la sobriété numérique. Ces discours des industriels phares entretiennent l'illusion que la croissance va se poursuivre à l'infini. Dominique Bourg voit l'explication dans une philosophie qui remonte à celle de Thomas Hobbes au XVIIe siècle. Donc, nous expérimentons depuis l'après-guerre une vision du contrat social inspirée par Hobbes ayant pour seule finalité l'accumulation de moyens et de biens. Ce contrat fondé sur la garantie de l'abondance est intenable. Il détruit l'habitabilité de la planète et crée la frustration. Pour Dominique Bourg, qui a écrit entre autres Le marché contre l'humanité et Une nouvelle terre, l'appel à la sobriété n'est audible que si les politiques travaillent à la réduction des inégalités, sinon il est inacceptable. Le contre-exemple parfait a été la taxe carbone qui a déclenché la révolte des Gilets jaunes, parce qu'elle faisait porter les contraintes essentiellement sur les plus pauvres.
Il nous faudrait un nouveau contrat social, car celui fondé sur l'accumulation des biens, selon Hobbes, est devenu obsolète. Mais les politiques, écrit-il dans le dernier numéro de Philomag, se sont assignés le rôle de gardien de la croissance et du PIB. Pour répondre à la question posée par le slogan au début, entre la fin du monde et fin du mois, comment penser et agir, je pense que les philosophes que j'ai cités nous donnent assez de matière à réfléchir. Faut-il un nouveau contrat social ou devons-nous courir comme des hamsters dans la roue après des satisfactions consuméristes illusoires? Et je voudrais conclure avec une recommandation de Cynthia Fleury qu'elle a écrit dans ce beau fascicule « La vie belle, les grands textes pour bien vivre ». Et il y a un texte sur Verstohlen, justement. Alors, je la cite. Elle recommande dans cette charte du Verstohlen, puisque c'est une charte, de s'extirper de la réalité telle qu'elle nous est proposée et d'échapper à un monde de plus en plus sous surveillance. Certes, nous bénéficions de beaucoup de liberté, mais avec l'évolution technologique apparaissent des formes nouvelles de traquage. Nous sommes de plus en plus scrutés par des algorithmes en même temps que se développe un contrôle de plus en plus strict des États et des multinationales qui met en danger les libertés fondamentales. Bienvenue à vous deux, même si vous êtes en retard. Oui, excusez-nous pour le retard. Est-ce que vous avez pris votre consommation ou commandé? Non, pas encore. Non, parce qu'elle est passée. Oui, il faut demander en haut. Bon, peut-être il va repasser, mais en principe, il faut demander en haut. D'accord. Donc, si vous voulez réagir à cette introduction, vous êtes les bienvenus aussi. Oui, Bernard. C'est quelque chose d'alarmant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui était écologiste et soi-disant philosophe, je ne sais pas si c'est vrai, Yves Pacalet. Il a écrit un livre, L'humanité va disparaître, bon débarras. Bon débarras. Oui. Mais il y a un point sur lequel on ne parle jamais, et je trouve pour moi fondamental, c'est la surpopulation. Ah oui. La Terre ne peut pas nourrir autant d'habitants, c'est pas possible. Oui, non, on va pas. Oui, bah, oui, c'est un argument que déploie beaucoup. Donc il faut s'arrêter. Les jeunes se posent la question d'ailleurs. Oui, faut-il avoir les enfants ou non? Oui, mais on a déjà discuté de ça 1000 fois. Allez-y. Dans les pays occidentaux, effectivement, le renouvellement diminue. Les gens, en général, le couple s'arrête à 2 enfants, 3. Et dans les autres pays, c'est pas le cas. Mais ils meurent aussi riches beaucoup. polluent plus que les pays pauvres. Ah, excusez-moi, mais il y a une règle dans tous les cafés philo. On lève la main et on demande la parole. S'il n'y a personne d'autre, c'est à vous. Alors, vous êtes votre nom? Monica. Moi, je veux dire, ce qui contrebalance, c'est quand même les pays pauvres polluent moins que les pays riches. Donc, ça contrebalance, en fait, ils sont plus nombreux. Oui, on va quand même vers les 8 milliards, ça c'est vrai. C'est vrai, à cause de notre abondance. Hein, la planète abondante a notre surconsommation aussi. Et les pays pauvres commencent à faire moins d'enfants. Ils commencent à faire moins d'enfants par nécessité déjà. Ils ne peuvent plus les nourrir, hein, les enfants. Et quelqu'un veut rebondir peut-être sur, je ne sais pas, les 3 philosophes? Je voulais juste dire Agathe. que la natalité, c'est une donnée qui est extrêmement dynamique, qui est telle qu'elle est aujourd'hui, mais dans 10 ans, elle sera très différente, parce que
les pays qui s'enrichissent ont une baisse de natalité systématiquement. Donc en fait, ce dont on parle aujourd'hui, ce sera plus vrai dans 10 ans, ce qui n'est pas le cas pour d'autres données du problème. Lesquels? Par exemple, cet équilibre des forces, en fait, le fait qu'on ait affaire à des rapports de force, le fait qu'il n'y ait pas d'instance pour l'instant qui parle au nom Des non-humains. du genre, oui, du non-humain. Ça, c'est des choses dont on ne voit pas comment elles pourraient évoluer toutes seules, alors que la natalité, ça évolue sans vraiment qu'il y ait de nécessité d'appuyer dessus, de mettre des politiques au point, sauf si on va augmenter la natalité. Mais, En tout cas, oui, pour le non-humain, je connais des spécialistes du droit qui s'en occupent, enfin qui essaient d'avoir la voix des politiques ou l'oreille des politiques, mais c'est très très difficile. Bruno Latour, qui est un homme influençant et qui a des entrées, bon, et pareil Cynthia Fleury. Bon, ce sont des gens qui font de l'entrisme quand même, et qui proposent des choses comme on parle des choses. Oui, juste ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des leviers sur lesquels on doit jouer, et d'autres leviers qui se font, enfin des tendances plutôt qui se font naturellement. Et la question de la natalité, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, enfin, c'est une donnée qui va changer. Qui va changer avec les jeunes générations. Ouais. Ouais, et qui rejoint la question de la répartition des richesses plus juste. Si on veut jouer sur la natalité, les taux de natalité, le seul moyen et le meilleur moyen, c'est de jouer sur influencer une meilleure répartition des richesses à travers le monde. Oui. Et par exemple, pour continuer ce problème de natalité, j'ai fait une mission humanitaire au Bénin, et donc on faisait des conférences aux gens, aux femmes surtout, parce que les hommes ça ne les intéressait pas, qui faisaient à tout prix diminuer ça. Mais elle disait donc ce qui était opposé, c'est que les hommes ils ne voulaient pas se protéger, vous voyez ce que je veux dire, comme il n'y avait pas de traitement hormonal substitutif. Et ils disaient que là il y a une corruption extraordinaire, le gouvernement ne fait rien. Et elle disait, on fait des enfants qui payent notre retraite, comme on faisait au Moyen-Âge. Ils travaillent pour eux aussi. Et c'est vrai, sinon ils n'auraient pas de retraite. Les enfants, au moins, ils pourront les loger chez eux. Donc ça, c'est un problème. Hein. Oui, mais c'est pas à nous, c'est à chaque nation ou chaque peuple de se prendre en main. Oui. Mais c'est strictement lié avec ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, On va peut-être on a sortir besoin de faire des enfants. de ce Si le thème-là. statut économique n'est pas assuré, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Pas de dialogue, parce que on peut faire des interventions, mais c'est quand même lié entre le fin du monde, fin du mois, c'est quand même, il me semble que c'est quand même lié, la question démographique. oui, mais je suis étonnée que c'est le seul problème apparemment dans l'écologie qui intéresse. Parce que déjà, on avait un autre café philo sur Hans Jonas, c'était encore la démographie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça obnubilait les esprits autant. Parce que, bon, je veux dire, ça, c'est quand même une question d'autorégulation, ou alors ça ne dépend pas de nous. Bah, il y a quand même des politiques natalistes. Les politiques natalistes, proposez-le dans ce cas-là. Non, mais il y en a. Même en France, les allocations familiales, c'est une forme de natalisme. Non, mais c'est à chaque citoyen de faire quelque chose dans ce cas. Oui, mais les citoyens, ils sont dans un contexte social et politique. Mais ça, c'est pas quand même le seul facteur non, pour régler ou réguler le climat, pour arrêter le réchauffement climatique qui est anthropocène. Hein. C'est quand même l'homme qui, avec sa technique, a fait que la Terre se réchauffe davantage.
Et, Certes, mais il y a quand et même qui- une augmentation énorme de la population mondiale. Ça, c'est un fait. si vous voulez insister sur ce point, Non. moi je ne peux rien en dire de plus de ce qui a été dit. Hein. Donc je propose qu'on voit d'autres points d'attaque peut-être. Non, je dis juste que c'est dans le thème. Voilà. Je dis pas que Ah c'est mais j'ai le pas seul. dit que c'est hors thème, j'ai pas dit, mais je ne vois pas ce que je peux en dire plus. Ça dépend. Non mais... On va pas recommencer. Edith, peut-être? Ouais. Ah, il y a la dame là-bas. Je voulais faire allusion, je pense à quelque chose. Il y a un pays en Amérique du Sud, je ne me souviens plus quel pays, qui a donné un droit juridique à un fleuve. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et à une montagne, ça. À une Ce sont montagne, des... c'est oui, ça semble bizarre, mais c'est tout à fait, c'est-à-dire c'est les hommes qui sont les représentants de cette, de cette chose. Mais c'est justement, ça concerne ces territoires dont un territoire a une influence sur l'autre. Une montagne, un pont, c'est toujours, ça relie deux territoires. Et l'écologie est absolument transnationale. Et donc la nécessité est là, de faire ce genre de parlement pour les choses. C'est quand même assez difficile à mettre en place. De qui serait en capacité de représenter quelque chose qui n'a pas de voix et qu'on ne peut pas Ah interpréter. ceux qui l'ont fait, et il y a eu des assemblées comme ça, ils savaient très bien défendre la montagne à sa place. Enfin, la montagne n'a pas de conscience, disons. Mais En fait, c'est surtout un appel au bon sens. C'est qu'est-ce qu'on doit faire pour rester dans des limites planétaires qui ont été déjà établies et comment essayer de ne pas faire plus de dommages qu'on en a déjà fait. Et donc en fait, c'est juste une pensée. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une instance qui représente les choses intangibles, ou alors on demande aux gens de prendre en compte ces limites planétaires dans leur vie du quotidien? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une instance pour le débat sur ça, ou est-ce que ça peut déjà être inclus dans ce qui existe dans les ça, c'est une entreprises? question, oui. Parce que c'est un petit peu le but. On a les Nations Unies qui se sont réunies avec les experts pour faire les ODD, donc les objectifs du développement durable, et c'était essayer d'embarquer le plus de pays possible et le plus Mais d'acteurs. on voit bien que ça ne marche pas. Oui, Ça ne marche trop. Hein. On est surtout focalisé sur les points qui ne marchent pas, mais il y a quand même des progrès qui ont été faits. Mais ce qui est le plus prenant, c'est que ça ne va pas assez vite. C'est que les progrès qui sont en train d'être mis en place, quand on a les nouvelles politiques européennes et qui sont petit à petit en train d'être adoptées par les pays de l'Union européenne, donc on voit en France le reflet de ces développements durables, de ces objectifs du développement durable. C'est lent, mais on voit qu'il y a des limitations pour essayer de protéger la biodiversité, des limitations pour essayer de faire attention aux énergies. Donc on est quand même sur un pas qui est positif, mais pas assez rapide. Donc je pense que l'idée de refaire un contrat social, je l'imagine, mais je ne vois pas comment ça peut être mis en place concrètement. Nous, en contrat social, je trouve que c'est très, très bien démontré, parce que si nous continuons comme nous sommes lancés là, sur toujours la même chose, c'est-à-dire la croissance et le PIB qui prend en compte que la production et rien d'autre, c'est-à-dire même les chiffres négatifs, c'est-à-dire une guerre produit une hausse de PIB, et ça c'est donc adoubé comme quelque chose de formidable. Je trouve que c'est anti-humain même, anti-humain. C'est une aberration. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec Patrick Vivray, un autre philosophe très humaniste, mais économiste également. Et moi j'étais bouche bée. Hein. Tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. Et ça a le mérite d'être su et d'être discuté et d'être remis en question. Donc nous vivons sur quand même des choses qui sont complètement trop anciennes
pour ce que nous vivons actuellement. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Edith, tu veux dire? Je veux bien, oui, vas-y. Mais si je comprends bien, là, il s'agirait de créer une nouvelle entité juridique, c'est ça, de donner un statut juridique nouveau, c'est ça, À qui? aux éléments naturels, Oui. aux montagnes, aux Oui, mais fleuves. ça existe déjà. Ça existe déjà, c'est pas... Dans certains pays, pas en France, mais en Argentine, Ouais. en Nouvelle-Zélande, en Colombie, je crois. Partout où il y a les indigènes. C'est une rivière, par exemple, à qui on a donné un statut juridique. Bien sûr, une rivière ne peut pas se défendre, mais c'est une association qui défend la rivière, qui va défendre cette rivière vis-à-vis des autorités législatives, vis-à-vis de la loi, pour éviter qu'elle soit polluée, qu'elle soit détournée, qu'elle soit... etc., etc. Quel est l'intérêt? Parce que, par exemple, les animaux, si je me trompe pas, on n'a pas le droit de les maltraiter. Ils ont aussi... enfin, je suppose que juridiquement, il y a un certain nombre de lois qui Ouais, protègent. ça c'est déjà du vivant, Oui, oui. mais le non-humain, oui, Oui, oui. c'est Les du animaux non-humain. non plus n'ont pas de voix. C'est vrai. Donc, en quoi, quel est l'intérêt? Ben, les indigènes ont intérêt que leur montagne, on a parlé d'une mine de terres rares. Combien de mines de terres rares y a-t-il en Afrique? Et Total continue à les exploiter. Tout ça pour nos smartphones. Hein. La plupart du temps, c'est pour ça. Donc, parce que les consommateurs le demandent. Mais les terres rares, c'est quelque chose de complètement endommageant le climat. Hein. Et puis, on fait du mal à la terre. Mais on est bien d'accord, mais il y a bien, par exemple, un droit foncier, il y a un droit immobilier, il y a un droit. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer un droit de... C'est en train de se mettre en place. Il y a des juristes qui travaillent dessus, il y a des avocats qui travaillent sur le sujet, comme aujourd'hui aussi, on veut donner des droits aux robots. Bon, là, je suis moins d'accord, mais bon, c'est une façon de voir. La législation évolue en fonction de... Mais il y a des... si vous allez sur notre site, il y a une vidéo de Miguel Benassayag, qu'il a fait une présentation avec justement une juriste à la Maison de l'Amérique latine, où il a abordé le sujet. Oui, cette juriste était très engagée. Oui, c'est quelqu'un qui défendait ça bien. Et là, on ne parle pas de créer une entité juridique, morale, je ne sais Non, pas, non, mais des robots. On ne bouscule pas les choses non, comme quand ça même. du jour au lendemain. Les robots, Mais c'est il y a vraiment dangereux. il y a des avocats qui travaillent sur le sujet. Il y a des avocats qui travaillent sur le sujet. Non, tout ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas l'intérêt, il y en a sûrement un, mais Ah oui, l'intérêt, c'est de défendre, entre autres, les indigènes. C'est tout ce que je vois comme argument principal. Et les territoires qui sont influencés par un pont ou une montagne et qui passent qui passent entre deux pays. Ok. Pour l'instant, tout ça, c'est des choses qui n'existent pas, enfin qui existent, pardon. Attends, tu permets que je finisse. Qui existent effectivement, tout ce qui concerne les rivières, les montagnes, les animaux aussi. En Argentine, il y a une guenon à qui on a donné un statut juridique. Je ne sais pas dans quel but, mais c'est des choses sur lesquelles on avance, quoi, c'est tout. Le but, c'est de protéger, en fait. Le but, c'est... Pourquoi il y a des lois? Les lois, c'est pour protéger, en fait. Oui, Là, ce seraient des lois pour protéger la nature, mais pour protéger les animaux, etc. Alors tout ça, c'est... Moi, je ne suis pas juriste, hein, donc je ne peux pas en dire plus. Alors, Edith. Allez, Edith. Je crois que le projet de donner des droits aux choses, des droits à la nature, des droits aux vivants, qui ne sont pas les vivants humains, c'est effectivement ce qui a été proposé par exemple par Michel Serres, dans un ouvrage qui s'appelle Le contrat naturel, qui a été écrit en 1992
où il développe l'idée qu'au contrat social, aimons-nous les uns les autres, il faut ajouter un contrat naturel, aime la terre que tu habites. Et aimer la terre que nous habitons, c'est effectivement considérer qu'il faut que tous les habitants de la terre aient des droits. Donc, donner des droits à l'animal, à la source, à l'arbre. Et il y a eu effectivement toute une série de propositions qui ont été faites en Amérique latine notamment, mais qui ont été faites en rappel de ce que les peuples dits primitifs, indigènes, autochtones, au sens propre du terme indigène et au sens propre du terme autochtone, faisaient déjà. Et en ce sens, les anthropologues, des anthropologues, ont travaillé sur cette question depuis fort longtemps. D'abord, Jean Mallory, qui a créé une collection dite Terre humaine, avec un premier ouvrage qui est l'ouvrage Les rois de Thulé, sur les peuples inuits du bas, les Esquimaux, et d'autres ouvrages, plusieurs autres ouvrages. Le titre de la collection, Terre humaine. Autrement dit, l'idée que la terre que nous habitons soit une terre qui respecte tous les vivants, et non seulement les vivants humains, c'est-à-dire tous les vivants, puisqu'elle s'appellerait terre humaine, que tous les vivants aient ce que les humains ont mis en place pour vivre ensemble, des droits. Un autre anthropologue, ethnologue, Robert Jolin, qui a travaillé, lui, avec les Indiens de Colombie et de la frontière du Colombie et du Venezuela, a construit un nouveau concept, ethnocide, pour qualifier le meurtre des coutumes, du mode de vie, des traditions, des Indiens Bari, d'abord. Et puis ensuite, il est allé en Afrique et il a fait effectivement une enquête, il a vécu avec eux, et il a fait une enquête pour montrer aussi le mode de vie des Africains Sahara, une tribu Sahara. Et donc, il a mis en évidence le fait que le mode de vie des Occidentaux, c'est un mode de vie qui fait la paix avec les Bari et les Sahara, mais que cette paix, c'est une paix blanche. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle La paix blanche. Et il a, avec Sartre d'ailleurs, au tribunal Russell de 1984, fait valoir ce concept d'ethnocide, dont il dit très exactement, l'ethnocide, c'est l'aliénation majeure, au-delà de laquelle il n'y a plus que le meurtre, le génocide.
Autrement dit, il demande à ceux qui ont peur de la fin du mois comment ils peuvent concilier la fin du mois et la fin pour eux et la fin du monde pour tous. Et donc, il demande à ce qu'effectivement, il y ait un ethno-développement et non seulement une interrogation et une peur devant la croissance qui repose sur finalement le meurtre culturel de ceux qui ont une sagesse et un mode de vie qui n'est pas celui de la consommation effrénée et de la prospérité pour les uns et non pour les autres. Donc, deuxième anthropologue et ethnologue. Troisième anthropologue et ethnologue, eh bien, Philippe Descola, qui est aujourd'hui au Collège de France, et qui propose de composer les mondes. Composer les mondes, c'est-à-dire composer le monde humain et le monde de la terre et de tous les vivants, les composer ensemble. Donc, par là, il retrouve cette idée de Michel Serres, composer le monde du contrat social et les autres mondes qui, eux, n'ont pas de contrat social, mais qui vivent les uns avec les autres et avec les hommes. Composer les mondes. Donc, c'est une nouvelle façon de considérer qu'on peut concilier les problèmes liés à la fin du mois et les problèmes qui aujourd'hui sont liés à la fin du monde. C'est-à-dire se poser la question de savoir comment construire un monde humain, un monde où il y ait des droits, ceux que les hommes se sont donnés pour vivre ensemble, qui soit un monde où il y ait les droits, ces mêmes droits pour tous les vivants et pour la terre habitée. Ça, c'est du côté ethnologique et anthropologique. Du côté philosophique, on a le même projet chez certains. Concilier la fin du mois et concilier la fin du monde, c'est imaginer et inventer la possibilité d'un monde humain pour tous les vivants, d'un monde où il y ait des droits qui sont les droits que les hommes se sont donnés les uns aux autres pour tous les vivants. Nous ne sommes rien, soyons tout, disaient les soyeux, les canuts, lors de leur révolte en 1831. Leur chanson, vous la connaissez peut-être, pour chanter le Veni Créateur, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'Église, et nous, pauvres canuts, nous n'avons pas de chemise. Et le refrain, c'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut aussi des manteaux et des rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, les grands de la terre,
Et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. Au refrain, c'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Dernière strophe, mais notre règne arrivera, quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend la révolte qui gronde. C'est nous les canuts. Nous n'irons plus tout nus. Et Jean Ferrat a repris cette chanson, vous la connaissez peut-être, pour mettre en évidence le fait que ce qui est important, philosophiquement, c'est pas d'être contre, c'est d'être pour, ce que dit Michel Serres. Non pas d'être contre les riches, non pas d'être contre ceux qui ont plus que moi, mais d'être pour, ensemble, d'avoir un projet utopique qui n'existe pas, où effectivement la Terre devienne une terre humaine, pour tous, pour tous les vivants, pour tous ceux qui l'habitent. Alors il y a ceux qui l'ont réfléchi comme Marx en disant comment passer de l'aliénation à la désaliénation, comme d'autres, Max Weber, sociologue, comment passer de la domination à la liberté, d'autres, comment passer comment lutter contre le biopouvoir, Michel Foucault, et faire une biopolitique. Et puis, Henri Lefebvre, comment faire la révolution, et reprenant Benjamin, la révolution c'est un frein d'urgence, c'est-à-dire pour passer de la domination, nous ne sommes rien, à soyons tout, il faut faire la révolution, freiner le système dans lequel nous nous trouvons. Et c'est en ce sens que Michel Serres, que Bruno Latour, que Michael Lovy, et finalement s'interrogent sur comment faire en sorte, comment agir, c'est ici on est là pour ça, comment agir pour que effectivement on puisse concilier la fin du mois. Ce matin j'étais chez une coiffeuse, ça se voit, hein. Et la coiffeuse, elle a des problèmes, elle a deux petites filles, une qui est à la crèche, l'autre qui est en maternelle, et elle habite Orly, la coiffeuse est à Ivry, et le problème c'est que ses enfants ne soient pas malades pour qu'elle puisse venir travailler, parce que la garde d'enfants ça coûte, et parce que les services publics sont en vacances, etc., etc. Son mari est chauffeur routier, et son mari donc travaille aussi, et le problème c'est que, étant donné les problèmes d'aujourd'hui, de fin du monde, eh bien, leur problème de fin du mois va être augmenté, parce que l'entreprise des chauffeurs routiers va sans doute fermer à Noël. Et elle me dit, ben, il va falloir qu'on cherche une autre entreprise. Il se trouve que le frère du mari travaille comme chauffeur routier au Luxembourg. Eh bien, on ira au Luxembourg, enfin, on travaillera au Luxembourg parce que là, ils payent plus. Mais comme la vie est plus chère, eh bien, on vivra à côté du Luxembourg, en France. Bon, 2 secondes, juste ça. Donc, problème, comment concilier, dit cette coiffeuse qui travaille pour L'Oréal, L'Oréal qui effectivement produit des produits qui sont conformes
au risque de fin du monde. Hein. Alors des produits, comme vous le savez, qui sont écologiques. Le problème, effectivement, c'est construire un monde où il n'y ait pas, où cette coiffeuse et son mari chauffeur routier puissent se dire « mais je veux effectivement que vivre sur une terre qui me permette à moi de continuer à vivre et qui permette à l'ensemble des vivants de continuer à vivre aussi en même temps que moi. Il faut un projet utopique. Et ce projet utopique, eh bien, c'est ce que des philosophes comme Cynthia Fleury, qui effectivement dit, attention, quand vous avez du ressentiment, de la colère, de l'amertume contre ceux qui vous empêchent, qui empêchent que vous soyez satisfait à la fin du mois, ne vous vengez pas. Sigy la mère, n'ayez pas de ressentiment. Le ressentiment est un sentiment qui ne vous permettra pas de continuer à vivre bien en même temps que tous ceux qui vous entourent. Cynthia Fleury, Michel Serres, concevons qu'il y ait des droits à tous les vivants, comme il y en a eu et comme nous les avons mis en place pour les humains. Philippe Descola, Bruno Latour, comment mettre en place une nouvelle classe écologique, c'est-à-dire comment faire en sorte que vous, moi, on acquiert ce que Marx appelait une conscience de classe ensemble, pour un monde où tous ensemble nous vivons de manière humaine. Conscience de classe, disait Marx, conscience de classe écologique, dit Bruno Latour dans son dernier petit mémo. C'est urgent, dit Michel Serres. C'est urgent. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Petite Poussette, où il dit, oh, petite poussette, sa petite fille. Petite poussette, sa petite fille. Attention aux grands-papas ronchons qui disent c'était mieux avant. Ce qui veut dire que ce ne sera pas mieux demain. Eh bien si, dit Michel Serres, à condition d'inventer, d'imaginer, de vouloir une terre humaine. Une terre qui permette aux hommes de vivre et à tous les terriens de vivre ensemble. Donc, concilier la fin du mois et la fin du monde, c'est avoir un projet utopique. Ça n'existe pas. Faisons-le. Voilà. Ce pourquoi nous sommes là. Inventons. Voilà. C'est pour ça qu'on étudie certains philosophes. Laurent. Et c'est pour ça qu'on cherche à inventer avec eux. Ce que j'aime bien quand on vous écoute, c'est qu'on pourrait jouer sur l'ambiguïté que vous avez utilisée entre la fin du mois et la fin du monde. Les deux sont au singulier, mais le mois peut s'écrire avec un S ou sans S. Ah, très bien. Ce que dit Michel Foucault. Est-ce que c'est la perte d'individualité de chaque individu qui fait est un petit peu écrasé par le collectif, qui fait que les gens ne peuvent plus trop réfléchir? Qu'est-ce qui s'est passé par exemple dans la révolution arabe? C'est parce que les gens avaient besoin de bouffer qu'ils ont fait la révolution. La manif, pareil, c'est quand les matières premières ont commencé à augmenter, que les gens ne pouvaient plus rien acheter, qu'ils ne pouvaient plus donner à manger aux hommes. Souvent, quand je regardais, je vais dans des cafés chez eux, je me dis,
quelle est la part de colibri que je pourrais faire? Comment est-ce que je pourrais apporter quelque chose? La notion, c'est qu'on a une conciliation des opposés entre le collectif, même le collectif, et l'individu social. Donc comment est-ce que nous, à notre mesure, on va faire l'unité de ces deux ensembles? Et c'est amusant parce que fin du mois c'est singulier, et fin du monde c'est singulier. Donc c'est deux unités qui se rejoignent. Voilà, donc c'est sur cette ambiguïté. Mais je me dis aussi que, pour ceux qui ont entendu parler un petit peu de la pyramide de Maslow, les besoins humains, quand on a faim, on n'a pas le temps de penser. Et c'est à partir du moment où les gens, leur prise de conscience, elle se fait à partir du moment où les gens ne peuvent plus bouffer, ne peuvent plus donner à manger à leurs enfants, et ils ne peuvent plus joindre les deux bouts, que là, ils expliquent en disant « mais c'est tout possible. Comment est-ce que, dans quelle société sommes-nous » Et c'est là où les gens se posent des questions, ils se disent il faut que d'un point de vue collectif, on se rassemble, comme les Gilets jaunes l'ont fait. Mais les Gilets jaunes, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup parlé. Ils sont actifs sur Facebook encore, mais au niveau des médias, on n'entend pas trop parler non plus. Et puis quand on voit un petit peu comment est-ce qu'on a défendu la retraite au niveau de l'Assemblée nationale à côté de 49.3, je trouve ça un petit peu fort de café. Donc peut-être que le politique aussi, mais on est peut-être fautif aussi. Qui a mis le politique en place et quelles en sont les conséquences? Donc là aussi, on a peut-être un devoir de réflexion en se disant, bon, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse dans la bonne direction. Comment est-ce que nous, notre part individuelle, notre part de colibri, on peut faire quelque chose pour que d'un point de vue collectif, on puisse remonter et avoir quelque chose, que ça soit légiféré par des lois au niveau naturel. C'est très bien de donner des lois pour une forêt, un singe, mais est-ce que au niveau de la planète, l'urgence est là? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on n'en est pas plutôt à essayer de boucher une fuite qui est un petit peu plus grosse que ce type de... Voilà, c'est le genre de questions que je peux vous poser. Oui. Ah, madame là-bas. Il y a tellement de choses sur lesquelles rebondir, parce que c'était des interventions très riches. Je ne sais pas si je vais réussir à les mettre ensemble. Je vais rebondir, c'est un terme que vous avez employé, la jeune fille, sur le bon sens. Elle disait, par rapport à, comment dire, de donner un statut juridique à un fleuve, je crois, quoi faire? À la rigueur, il suffit de se donner un fleuve et se dire, bon bah voilà, j'utilise ma tête et puis j'arrête de piller, d'exploiter, de surexploiter. Quand je vois que c'est plus possible, c'est plus tenable. Et moi j'ai l'impression que on ne peut pas comprendre le bon sens effectivement, parce qu'on est dans un système, je crois, capitaliste, qui fait que l'homme est, en fait, il est avide, il est cupide. Et j'ai l'impression que moi, cette judiciarisation du non-vivant, pour moi, pour moi, c'est un signal un peu inquiétant, parce que en fait, c'est comme si l'homme constatait, reconnaissait finalement son incapacité à réfréner ses propres appétits, à ne pas pouvoir faire usage de son bon sens pour se dire stop, la forêt, elle est limitée, ses ressources sont limitées. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un problème de conscience, je parlais de conscience, l'incapacité, l'inconscience de l'homme à reconnaître justement la finitude de ses ressources, des ressources autour de lui. Mais j'ai l'impression que c'est aussi, ça fait quoi à son incapacité à reconnaître sa propre finitude. J'ai l'impression qu'il y a comment dire, c'est très lié, cette fin du monde, fin du moi, comme vous dites, et du moi humain au sens large. Et quand vous parlez de terre humaine, moi je me dis au contraire, la terre est bien trop humaine, donc trop anthropocisée, et je crois qu'au contraire, l'homme doit faire un pas de côté et être un petit peu plus humble dans son rapport au monde, à la planète, qu'il considère sienne, qu'il a domestiqué, qu'il a bétonisé, qu'il a avalé, qu'il a mangé. Donc moi, cette terre humaine, au contraire, je crois qu'il est temps que l'homme, l'humain, laisse un peu plus de place aux autres espèces et qu'ils ne se mettent pas toujours dans cette pyramide. C'est pas celle de Maslow, mais de la pyramide au sommet des espèces. Voilà, je crois qu'effectivement, il y a à redéfinir un lien avec le reste du vivant. Être conscient de l'interdépendance, surtout ça. Parce qu'il signe sa femme, finalement, c'est lui.
qui condamne les autres espèces, ce monde qu'ils surexploitent. C'est lui, c'est nous. Oui, je parle de nous, bien sûr. Oui, tout à fait. Nous, en tant que consommateurs de tout ça. Oui, tu disais effectivement donner des droits à des arbres, des rivières, etc. On a des choses plus importantes à faire. Mais ça fait partie, tout le monde ne peut pas, disons, axer ses actions. Il y a toujours des gens qui ont des sensibilités différentes et qui se battent pour leur sensibilité. Je pense toujours à Brigitte Bardot qui, elle, a défendu les animaux. Il y a plein de gens qui ont dit « Ouais, plutôt que de s'occuper des animaux, elle ferait mieux de s'occuper des gens. » Ben non, elle a fait sa part. Sa part, c'était... elle n'avait pas les compétences ou l'envie de s'occuper des gens, mais elle s'est occupée des animaux et je pense qu'elle a fait, c'était bien. Donc, de la même manière, pour les gens qui aujourd'hui travaillent sur les droits de la nature, en fait, je pense que ça va faire avancer les choses, comme les droits sur les animaux. Je pense qu'elle a fait avancer pas mal de choses, hein. Brigitte Bardot, sur la bienveillance vis-à-vis des animaux, elle a fait quand même pas mal de choses. Mais tout ne s'est pas fait en un jour, hein. Elle a mis des années, et puis elle a souffert, hein, ça c'est sûr, elle en a pris plein la tête. C'est un peu la même chose pour les droits de la nature, où ça va prendre son chemin. De toute façon, le but, c'est de protéger, hein, comme elle, son but c'était de protéger les animaux. Ceux qui travaillent pour la nature, leur but c'est de protéger. Alors, est-ce qu'ils font bien, est-ce qu'ils font mal? C'est des humains, hein, donc il faut accepter parfois des erreurs, quoi. Moi, je vois un problème dans ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé des droits humains. Je ne sais plus comment vous l'aviez... quelle était la phrase exacte? Donner des droits humains? Non, que la Terre soit plus humaine? Non, faire en sorte que la Terre soit humaine. Plus humain. Plus humaine, mais en lien avec les droits, que les droits de tous, que tous aient les mêmes droits. Enfin, il y a une idée qui a été développée de faire en sorte que tous les habitants de la Terre aient des droits. Ah, voilà. Alors, quand on parle des habitants, parce que j'ai compris à un moment donné que vous parliez de l'humain, des humains. Non, les habitants de la Terre. Les habitants de la Terre, c'est pas seulement les vivants, c'est aussi les... Voilà, c'est ça. Tous les êtres vivants, les animaux. C'est ça mon problème, c'est qu'on restreint aux vivants. Or, si je comprends bien, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on étend et on donne des droits aux règnes non humains et non vivants, voilà, à tout ce qui existe, vivant, non vivant. C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est le non-vivant? Le non-vivant, c'est les c'est montagnes, les montagnes, c'est les rocs, justement, je crois que les peuples anciens, primitifs, on considérait que la montagne, l'arbre, c'est un vivant. Philippe Descola, que tu as cité, a travaillé sur 4 types d'ontologie, en fait. L'ontologie animiste, donc ça c'était les hommes primitifs qui, eux, respectaient la nature, respectaient les animaux. Quand ils tuaient un animal, ils s'excusaient auprès de l'animal, enfin bon, peu importe. Mais ils respectaient aussi les roches. Le rocher qui était là, il disait qu'il avait une utilité pour qu'elle soit là. C'est pas eux le problème. Et après, il y a le totémisme, c'est une question d'environnement, etc. Mais bon, c'est sûr qu'un rocher, lui donner des droits, je sais pas, mais il y a des peuples anciens qui ont des territoires sacrés sur lesquels on doit toucher à rien, même... Oui, c'est pas eux qu'on veut réguler.
C'est pas eux qu'on... C'est pas ce monde-là qu'on veut Non, mais réguler. c'est les écouter, les entendre. Ah non, 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 on Ce veut qu'on pas... veut réguler, c'est la culture dominante de l'homme blanc qui partage le monde ce qu'il possède, en possession. Hein. Et oui, on a tous les droits sur ce qu'on possède. Oui. On n'a pas tous les droits sur ce que possède le voisin, mais par contre, sur ce que possède, Les droits de quasiment propriété. tous les droits. Oui, mais justement, le droit de propriété peut être mis en question. Avec ça. Mis en question. Remise en question. Remise en question. Les droits, c'est 1789, c'est les droits de propriété, les droits de sécurité, c'est ce qu'on appelle les droits liberté. Mais en 1948, les droits sociaux se sont ajoutés aux droits liberté et le droit de propriété peut être mis en question. Il peut y avoir une troisième déclaration. Parce qu'on est bien d'accord que là, en fait, on est en train de se questionner sur la culture dominante. C'est pas des micro-cultures qui sont d'elles-mêmes très respectueuses de l'environnement dans lequel elles vivent. Le problème, c'est la culture de l'homme blanc C'est une ressource. Oui. qui envahit tout et qui a partagé le monde en Mais justement, propriété. aujourd'hui, certains des peuples primitifs et de leur expression viennent d'écrire « Idée pour retarder la fin du monde ». Qu'est-ce que c'est ça? Idée pour retarder la fin du monde. Et donc, et les anthropologues, aussi bien Jolin que Descola, etc., font rapport à cela. C'est-à-dire, ils ne disent pas qu'on doit tous vivre comme les cueilleurs, les chasseurs-cueilleurs, ou qu'on doit tous vivre maintenant comme ont vécu les Bari ou les Sara. Il n'est pas question de... Et il est question de s'interroger sur la différence qui a été élargie de plus en plus entre les manières de vivre autochtones qui respectaient finalement tous les êtres naturels, considérés tous comme des vivants, et la manière qui a, certains appellent ça le capitalocène, pas seulement l'anthropocène, mais le capitalocène, c'est-à-dire la mise en place d'un capitalisme mondialisé qui considère que l'homme, qui d'ailleurs achète et vend, qui marchandise la totalité des réalités avec lesquelles il vit, eh bien cet homme finalement contribue à la fin du monde. À la destruction. Et je donne aussi un autre exemple comme un parc naturel. Un parc naturel, c'est une chose, hein. C'est une chose, c'est d'accord, non humain. Mais on peut donner un droit à ce parc naturel parce qu'il a beaucoup d'utilité et influence sur la survie de la planète. Il s'agit de ça, une montagne aussi, et l'eau qui est du moment qu'elle devient une propriété privée, ben on va tous crever, hein. À part une petite couche des super riches qui ont des moyens. Il faut que ça reste un bien commun. Il faut que, voilà, les communs, c'est pas seulement le non humain, c'est les communs, les biens communs qu'il faut protéger. Ce qui n'empêche que même si les rivières n'appartiennent, je crois, à personne, peut-être En j'en sais principe, rien. oui. Ce qui n'empêche qu'on ne peut pas se baigner dedans et on ne peut pas manger les poissons qui sont dedans parce qu'ils sont tellement pollués. Et d'ailleurs, c'est interdit par la loi. Ça veut dire que, dans les faits, elles ont été privatisées. Ah oui, non, c'est ça. Elles ont été marchandisées. Même si elles ne sont pas juridiquement, elles ont tout été ça, quelque part... voilà une bonne raison, tu as trouvé tout seul, une bonne raison de donner un droit à la rivière.
Et au-delà... Par les représentants humains, bien sûr. Et de là, d'entrer peut-être en rupture avec le système de la marchandisation de toutes les réalités. Peut-être. Peut-être que ça ne suffit pas. Enfin, l'idée des droits, c'est une idée, mais ce n'est qu'une idée parmi d'autres. Peut-être qu'il faut entrer en rupture avec ce système de marchandisation de la totalité. Et de l'accumulation des biens. Seulement accumulation, parce que la question est posée aussi, où il est le bonheur, hein? C'est pas dans cette accumulation des biens, parce qu'à la 8e voiture ou à la 3e, t'en as assez, hein? Ou je sais pas, faire un tas de voyages touristiques, bon, ras-le-bol à la fin, hein? Et des choses comme ça. Je suis pas d'accord. Moi, je suis... Non, l'accumulation de biens pose problème direct, c'est en relation directe avec le réchauffement climatique. Hein. Je veux dire, cette utilisation de tout pour l'appropriation, ça doit avoir des limites. Il y a des choses inappropriables, comme dit Cynthia Fleury, un parc naturel, une forêt, une rivière, des océans, ça devrait être, certaines choses devraient être interdites. De se les approprier à la face de tout le monde, alors que c'est des biens communs. La question est là. Est-ce qu'on est d'accord qu'en fait, le sujet nouveau, dans tout ça, c'est est-ce qu'on peut donner des droits aux non-vivants? Est-ce qu'on doit donner des droits aux non-vivants? Selon notre conception, c'est les hommes qui sont les représentants de ces non-vivants, c'est-à-dire nous continuons à faire le droit avec les moyens humains, forcément. C'est une question qui se pose. Hein. C'est une question. Il y a des gens qui se la posent. Oui. Il y a des gens qui se la posent et qui travaillent dessus, qui étudient, qui voient comment c'est possible, quels sont les avantages, les inconvénients, etc., etc. Il y a des gens qui travaillent dessus. Là, moi, je n'ai pas de réponse. Si, je dis qu'il faut protéger certains espaces, il faut protéger la forêt, il faut protéger les rivières, il faut protéger l'eau, il faut protéger les ressources et les partager équitablement si possible. Mais alors ça, est-ce qu'il faut passer par le juridique, par les lois pour ça? Et malheureusement... Quel autre moyen? Quel autre moyen? Il y en a qui considèrent qu'il y a d'autres moyens. On est bien passé par les droits de l'homme pour protéger l'homme. Oui. Oui, c'est un bon argument. Il fallait établir les droits humains. Les droits humains. Et maintenant, les droits d'occupation. Si on ne met pas un autre système en place. Ben oui, et ça, c'était après la Shoah. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Laurent et sur ce que vous avez dit, sur le fait que l'homme... D'abord, sur ce qu'a dit Laurent, qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau? C'est ça qui est important aussi. Parce que bon, l'histoire de donner des droits à la rivière, etc., comme de retrouver une manière de vivre qui était celle des peuples dits primitifs, des peuples sauvages, comme disait l'autre. Bon, c'est une idée, mais c'est pas la seule. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau? Il y a le problème des transports, il y a le problème de l'énergie. Est-ce qu'on fait de la géothermie ou est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on veut qu'à l'échelle d'une ville, d'une commune, d'un village, on mette en place des ressources de géothermie? Quel type de transport on met en place? Bon. Et puis aussi, quel rapport on a avec l'achat et la vente? C'est-à-dire quel rapport on a avec les producteurs de l'alimentation, donc les producteurs d'alimentation. Quel rapport on a avec eux? Et ça, il y a quand même des initiatives qui sont prises
à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un village, et qui peuvent être prises à l'échelle d'une nation, par ceux qui gouvernent, qui consistent à favoriser d'abord le fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas peur de la fin du mois, et en même temps à favoriser la décélération vers la fin du mois. On est d'accord que l'individu ne peut exister que par le collectif. Oui. Donc c'est l'emprise du collectif sur l'individu qui lui permet d'être libre et de pouvoir s'émanciper, et de pouvoir s'individualiser. Voilà. Oui. Donc, chercher ensemble quel est le bien commun qui fait que je n'aurai pas peur de la fin du mois, et en même temps que je me soucierai de ce que la Terre ne disparaisse pas. Parce qu'on n'est pas dans un problème politique. Oui, oui. C'est une interrogation, mais... Oui, politique, mais aussi personnelle, enfin, je veux dire. La prise de conscience, sans le collectif, on ne peut pas faire grand-chose. Oui, enfin, bon, la question se pose quand même pourquoi. Pourquoi les gens réagissent si peu ou restent si inactifs face à un problème qui nous concerne tous. Parce que si la planète meurt, nous mourrons avec. Hein. Donc, on est tous concernés, mais on ne veut pas prendre conscience. Mais c'est juste qu'il y a une espèce d'emprise entre eux. Est-ce qu'on a l'espace, comme on disait sur la pyramide de Maslow, il y a les besoins primaires, quand on est concentré sur vivre au jour le jour, vivre à la fin du mois, est-ce qu'on a le temps de se poser la question sur la consommation? Donc là, on est un peu limité de ce côté-là de réflexion. Et puis aussi, il ne faut pas se voiler la face sur le capitalisme, sur le fait qu'on nous incite beaucoup à consommer. Il n'y a pas vraiment la place à la réflexion non plus. C'est être bombardé d'images, être bombardé de pubs et de voir les autres, surtout avec les réseaux sociaux. Maintenant, c'est voir les modes de consommation de tous, un petit peu avoir une espèce de vue dans la vie privée de chacun et de se dire « Ah, lui, il a ça, alors moi aussi, je devrais tendre à ça parce que je cherche la richesse, parce que je cherche le même niveau de vie. » Et donc, en fait, je cherche un haut niveau de vie parce que c'est ce qu'on m'a vendu comme idéal. Et en même temps, je vis dans mon quotidien, donc je dois me tenir avec mon budget du mois. Alors dans tout ça, comment je fais pour essayer de penser à la planète et qui me donne l'espace pour penser à la planète? Et donc, voilà. Oui, effectivement, l'homme, tu as vraiment évoqué un problème crucial, c'est celui de la schizophrénie dans laquelle on nous tient. Hein. C'est-à-dire en même temps publicité, ouverture des magasins le dimanche et penser à la planète. On ne peut pas. Il y a un double discours. Un double discours complètement. C'est qui décide, voilà. C'est qui décide. Alors il y a... Ouais. Bon, ça tu connais mieux que moi maintenant. On parle de développement durable. Donc le développement durable s'appuie sur 3 piliers. L'économique d'abord, il faut que ce soit durable économiquement. L'écologie, effectivement, il faut agir de façon à ce que l'écologie soit durable également. Et le social. Alors le social, ça veut dire effectivement donner à manger à ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois. Alors ça, le développement durable, c'est une chose dont on parle il y a 30-40 ans à peu près. Ça commence à rentrer dans les entreprises parce que ça concerne bien sûr avant tout les entreprises, mais les collectivités aussi. Et ça nous concerne aussi, hein, de toute façon, en ce qui concerne l'écologique, l'économique et le social, ça nous concerne. Donc, ça concerne tout le monde. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel? Il y a plein de choses. Hein. Ça dépend de chacun d'entre nous, où on se trouve, de notre culture, notre environnement, de nos moyens, de la façon dont on vit, de la façon dont on ressent les choses. Et si on a envie ou pas de faire quelque chose. Parce que bon, il y en a qui disent, après moi la fin du monde, hein, j'en profite au maximum, puisque après je suis pas sûr que je
pour en profiter. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Ou alors, faire des gestes sur certaines choses. Mais on ne peut pas faire tout sur tout. Hein. Il y en a qui feront des efforts à l'intérieur de leur maison, teindront la lumière, couperont l'eau, des choses comme ça. D'autres sur la voiture, ils vont pas prendre une grosse voiture, prendre une petite voiture. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Mais je pense qu'on a tous des efforts à faire, chacun à notre niveau, mais il est clair que c'est au niveau de la collectivité, comme parlait Edith, effectivement, dans les transports par exemple, c'est à la collectivité d'organiser les transports pour éviter aux gens de prendre au maximum leur voiture. Les usines, des usines moins polluantes, limiter les transports, enfin bon. Il y a plein de choses à faire, mais il y a plein d'associations aussi, il y a plein d'associations qui luttent contre le réchauffement climatique, qui luttent pour une agriculture saine, qui luttent pour des animaux bien traités, qui luttent pour l'obsolescence programmée, qui luttent, etc., etc., etc. Donc à Paris, il y a 6500 associations, à peu près. Donc il y a moyen de, si on a vraiment envie de faire quelque chose, de trouver une solution à... Bon, moi, je voulais juste dire que, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que, moi, je porte un regard plutôt optimiste, justement, quant aux pratiques des individus, parce que je trouve qu'en quelques années, les pratiques de consommation des personnes, je vis à Paris, c'est peut-être pas représentatif de l'ensemble de la France, mais je trouve qu'il y a vraiment une attention au gaspillage, au souci de recycler, d'être pas dans la surconsommation. Donc, on dit que ça ne va pas assez vite, mais si ça va vite, comme vous dites, le développement durable, on en parle depuis les années 80, la conscience écologique, elle est née dans les années 60, c'est 60 ans, c'est rien à l'échelle humaine. Donc je trouve qu'on fait des progrès à pas de course vraiment intense. Donc je sais qu'il faut se dire, il faut essayer de relativiser, de dire ça va vite, ça va très vite. Moi je trouve que c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, il y a des prises de conscience, effectivement. On voit, comme vous avez dit, des recycleries de plus en plus. Oui, des petites boutiques qui ouvrent là, dans les quartiers avec des légumes bio, etc. Des magasins de fringues d'occasion. Et il y a de plus en plus de gens qui achètent des vêtements. On récupère des invendus tout d'eau, etc. Donc ça bouge, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours visible. Pour celui qui s'y intéresse pas, c'est pas visible. Et si, des marchés de producteurs locaux, etc. Et moi, je suis pas d'accord avec la notion d'effort. Moi, quand on me demande de faire effort, je dis, non. Et hier, à la télé, j'ai vu un médecin qui nous disait, faut pas fumer, faut pas manger comme ci, faut pas boire ci, faut pas. Faites effort. Ben non. Moi, je veux une vie belle et bonne, comme disait Épicure, et je veux pas une vie où je veux pas manger ci, je veux pas fumer, etc. Non. Il y a plein d'associations, effectivement, de groupes de gens qui se mettent ensemble pour acheter des produits, des producteurs locaux, pour recycler, etc. Mais pas avec cette notion, attention, fais effort, hein, sois responsable, etc. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette notion d'effort. C'est toujours un... Enfin, c'est pas... On peut l'appeler autrement, mais... L'écologie, cette réflexion écologique triste, non. Moi, il y a des choses pour... je dis souvent, quand on va à Berlin, avant je disais « Ah merde, j'ai mis moins de 10 heures pour faire Paris-Berlin. » Sauf que j'avais dépensé 80 litres d'essence. Aujourd'hui, je dis « Ah, quand je suis arrivé à Berlin, je peux encore faire 100 km. » Bon, j'ai fait l'effort, oui, j'ai fait un effort pour bien conduire, pour conduire moins vite.
C'était un effort, ouais, parce que je suis conscient. Parce que oui, c'est moi qui me suis donné. Donc, je suis conscient que de rouler à 150 sur les autoroutes allemandes ou 180, c'est risqué et puis c'est pas bon pour la planète de toute façon. Et pour mon portefeuille en plus. Parce que j'ai économisé. Voilà. Donc oui, on fait des efforts quand même. Oui, des efforts d'attention. Mais bon, personne ne m'a obligé, ça c'est sûr. Ah, d'accord. C'est pas une un effort, c'est pas une obligation. Hein. Un effort, c'est personnel, c'est une autoconviction. Non, mais je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette discussion. À la fin du monde. Il est 10h15. Ouais, la fin non, du monde. il est 10h. Il est 9h. Toi, t'es toujours précis. Oui, d'accord. Bon, on peut faire un tour. S'il y a des gens qui ont des choses à dire, Patrick. Pas Patrick, si, c'est Patrick. Non, c'est Thierry. Ah non, c'est Thierry, pardon, excuse-moi. Non, ce que je voudrais dire, juste une chose sur... bon, je ne vais pas rajouter tout ce qui a été dit. Simplement, une petite remarque d'ordre économique et fiscal. On parle de la fin du mois et avec l'événement des Gilets jaunes, hein, la fin du mois et la fin du monde, le slogan qui est sorti. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu à ce moment, le mouvement a été lancé à cause d'une erreur complètement démentielle du gouvernement sur un plan fiscal, selon moi. C'est que effectivement, ils ont augmenté cette taxe carbone, mais ce qu'ils auraient dû faire, ce que disent beaucoup d'économistes, hein, c'est qu'ils auraient dû accompagner cette augmentation de la taxe carbone par ce qu'on appelle une neutralité fiscale. C'est récupérer cet argent et le redonner aux personnes qui, par exemple, étaient obligées d'utiliser leur voiture. Et le tout, c'est si ça avait été accompagné d'une neutralité fiscale, eh bien, ça aurait, provoqué, je dirais, le but, ça aurait été de décarboner l'économie. Simplement, ils ne l'ont pas fait, et puis donc, ils se sont tombés... il leur est arrivé en pleine figure ce mouvement populaire qui était tout à fait légitime, parce que les gens étaient obligés d'utiliser leur voiture. Ce que je veux dire par là, il suffisait de faire que ça, accompagner l'augmentation de la taxe carbone par une neutralité fiscale, pour qu'en fait, on puisse résoudre une partie, je parle en France, une partie du problème écologique, sans remettre en cause le capitalisme. C'est ça il faut faire attention là-dessus, sans remettre en cause le capitalisme, parce que s'il avait fait ça, le gouvernement, je pense que les gilets jaunes ne seraient pas descendus dans la rue, puisqu'ils auraient conservé exactement le même pouvoir d'achat, d'accord, puisqu'on aurait redistribué cet argent. Et à ce moment-là, les choses auraient tourné comme ça, et puis on aurait au moins désincité, je dirais, à décarboner l'économie, sans pour autant remettre complètement en cause le système. C'est juste la parenthèse que je voulais vous faire là-dessus. D'accord, oui, je comprends. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, en disant, pourquoi vous dites terre humaine c'est ça que vous m'avez dit. Voilà. Eh bien, il y a un philosophe, Slavoj Žižek, qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « Quand nos cerveaux seront connectés, que restera-t-il de l'humain ?» Voilà, c'est sorti en 2022. Bon. Et donc, qui s'interroge. Voilà, alors il explique qu'avec le numérique, eh bien, quand je me balade au parc X, près d'une rivière, j'ai des émotions, et ces émotions, je peux les inscrire dans le cloud. Le nuage. Et je peux connecter mon ami qui habite à des milliers de kilomètres à l'émotion que j'ai ressentie pour qu'elle ressente la même émotion. Ce qu'avant on appelait la télépathie et qui maintenant avec le numérique peut se réaliser. Bon. Et il ajoute
quand je me souviens du plaisir que j'ai éprouvé lors d'une expérience sexuelle, eh bien, je peux de même la transporter dans le nuage et connecter X ou Y à cette émotion, et il l'éprouvera de la même façon, cette expérience. Eh bien... Tu parles au conditionnel. Hein. Non, mais, oui, non, mais attends. Et c'est le programme de Hélène Musk, vous savez? Ça m'étonne pas. Oui, non, mais d'accord, mais c'est réel, c'est pas de l'imaginaire, qui donc est aussi bien fondateur de la Société des voitures électriques, Tesla, mais aussi de Neuralink, dont la mission est de produire des interfaces cerveau-machine. Alors nous ne serons plus dans une terre humaine. D'ailleurs, il a dit à propos de lui-même qu'il sera le Christophe Colomb de l'espace. Hein. Il va coloniser l'espace. Bon. Eh bien, cette post-humanité, cette post-terre humaine, est-ce que effectivement, nous la voulons? C'est ça le problème. Ça, c'est les transhumanistes qui sont en perte de vitesse quand même. Ah bah, ils sont en perte de vitesse. Non. Elon Musk, c'est pas du fantasme, c'est de la réalité. Ils viennent racheter Twitter. Oui. Ils viennent de racheter Twitter. Oui. Voilà. Et donc il va développer cela. Et Slavoj Zizek s'interroge là-dessus en disant, bon, alors, que voulons-nous? Est-ce que nous voulons une terre humaine ou est-ce que nous voulons cela? C'est-à-dire l'au-delà de la terre humaine, le post-humanisme. Le post-humanisme. C'est une question. C'est une question parce qu'on est dedans. Il y a quelqu'un d'autre. C'est pas du fantasme. Juste votre nom encore. Juste une chose, je crois que l'étymologie d'humain, il y a déjà la question de la terre en fait. C'est presque un. Humus. Oui, voilà, humus. C'est déjà presque un pléonasme de dire terre humaine. Oui. Ouais, c'était juste. C'est vrai. Ça a été développé. On peut faire un tour. Peut-être de se considérer comme les seuls terribles. Alors, est-ce que ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas parlé, veulent s'exprimer? Ou alors on peut faire un dernier tour pour... moi, ce qui m'interroge quand même, c'est de penser que les civilisations que nous n'avons pas, qui sont restées intactes, leur donner automatiquement, dire que c'est parfait, ils vivent très bien avec la nature, avec la rivière, etc. Moi j'étais en train de me dire, bon, je pense qu'on doit exploiter certaines choses, ne serait-ce que, je dirais par exemple pour des médicaments, la médecine, tout ce qui est scientifique. Et là, aujourd'hui, moi je sais que j'aime bien lire, j'adore les inventeurs, j'adore tout ce qui est scientifique. Et je dis heureusement aujourd'hui que je me penche là-dessus parce que ça me donne de l'espoir. Là, aujourd'hui, si je ne lisais pas certaines revues, je me dis, attendez, mais on se flingue, hein. Moi, heureusement que tous les jours, on a vraiment des découvertes, vous savez, c'est extrêmement importante. Donc, quoi par exemple? Lisez tout ce qui est, franchement, lisez des revues de vulgarisation et sans arrêt. Moi, je pense que même pour les véhicules, on va avoir des choses vraiment, des véhicules complètement propres. Mais on a quand même beaucoup de... Il ne faut pas non plus être toujours figé. Heureusement que, encore une fois, je pense qu'il y a des sources d'espoir.
moi, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on pense à de l'écologie punitive, hein, c'est ce qu'on nous voit en permanence. Je ne pense pas que ce soit le cas. Moi j'adore cultiver, donc j'en ai assez des bobos parisiens qui n'ont jamais touché une pêche et qui se mettent de tout. Ça m'exaspère, parce qu'il y a vraiment des visions de la terre et qui sont complètement à côté de la plaque. C'est dur, travailler la terre c'est très dur. Et il faut arrêter quand j'en vois, de penser que chouette, on a des moi quand on me dit on a des bonnes positions, c'est génial d'aller jardiner, bah faites-le. Vous allez voir si c'est si génial que ça. Moi dans tout ce que vous dites, le punitif n'est pas bon. Je pense que par contre, alors ce qui était intéressant, c'est évidemment le politique. On est trop dans tout de suite. Il faut vraiment, là, il y a des choses qu'on doit voir à beaucoup plus long terme, moi, il me semble. On ne peut pas, parce qu'il faut prendre des virages quand même assez doucement. On est effectivement, il faut bien nourrir les gens, donc on est dans du compromis. Pour moi, je ne vois pas, et cette société d'hyperconsommation, bon, je pense qu'on va dire à des jeunes, allez, vous passez plus que 10 minutes sur votre téléphone portable, le reste, ça coûte de l'argent, j'attends de voir le résultat. Soyons quand même, bon, et puis nous, demain, 1er juillet de l'année prochaine, on est dans la dérégulation par exemple de l'énergie. Quand les gens vont voir tous l'électricité, le gaz, hiver 2023-2024, c'est pas cette année que ça pose problème, c'est dans un an. Et quand vous allez avoir des factures multipliées par 6 ou 7 pour vous chauffer, moi j'attends de voir comment on va payer les loyers, comment on va manger, parce que c'est ça qui nous attend. Donc, bon, l'écologie, c'est sûr que là, on voit des changements climatiques, mais si certains volcans dans le monde, on peut avoir la fin de l'humanité comme ça, du jour au lendemain. Il faut aussi se dire qu'on a vraiment beaucoup plus grave, qu'on a des choses très très graves sur la Terre. Moi, bon, j'ai tendance à dire que l'obsolescence programmée, s'il y a une des choses dans la société de consommation qui est la pire, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que même nos collants, vous savez qu'on peut faire aujourd'hui, on a les moyens de faire des collants, mais infilables. Et tout, et je veux dire, on a tout. C'est peut-être une société de consommation, mais comme ont connu nos parents à la limite, où on avait un réfrigérateur qui durait 50 ans, 60 ans. Il faut qu'on arrive moi je dis pas, c'est pas ne pas consommer, c'est consommer vraiment durable. Bon, les déplacements, bon, encore une fois, on a eu des modes de déplacement dans le temps, les salariés, les jeunes ne le savent pas, mais on avait des entreprises, il y avait les cars qui passaient le matin et qui ramassaient tous les gens de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui ont existé, aujourd'hui on les découvre. Ça me semble, alors ça c'est le truc le plus rigolo que je te remarque, ce n'est que, alors les friperies, là, tout ça, c'est que les vêtements coûtent très cher, faut pas non plus, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler les yeux. Et puis les circuits courts, moi pour jardiner, je sais qu'actuellement, le bobo parisien, on lui vend vraiment n'importe quoi. Je peux vous dire que, enfin bon, c'est court, donc c'est bon. Ce sont des légumes archi bourrés de pesticides, mais c'est pas grave, c'est un circuit court. Enfin, il y a vraiment... Enfin, Ok, je vous remercie.